À la une ce samedi, la rencontre de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Elles ont planché sur l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. La Première Dame de Côte d'Ivoire a partagé son expérience sur le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a visité une usine de transformation de thon en conserve. Il rassure les acteurs de la filière, la loi sur la zone franche sera intégralement appliquée. Au Gabon, la victoire du président Ali Bongo est confirmée. La Cour constitutionnelle a indiqué qu'Ali Bongo avait recueilli 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Jean Ping. La capitale Libreville est placée sous haute sécurité pour éviter tout débordement. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce 24 septembre. Merci d'être sur RTI 1. Au devant de la scène politique ivoirienne, le projet d'élaboration de la nouvelle constitution. Un avant-projet a été remis ce samedi matin au président Alassane Ouattara. Le comité d'experts chargé de son élaboration, nommé le 31 mai dernier, propose 184 articles repartis en 16 chapitres, en 16 titres et 50 chapitres. Ce texte sera soumis mercredi prochain à l'examen du Conseil des ministres et présenté au Parlement le mercredi suivant, 5 octobre. Le président Alassane Ouattara a félicité le comité d'experts. Il revient sur l'objet de la nouvelle constitution. Nous l'écoutons. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'experts, le 31 mai 2016, je vous ai désigné en qualité d'expert en vue de l'élaboration d'un avant-projet de constitution pour la Troisième République. Je vous avais à l'occasion fait part de mes grandes orientations. Au regard de votre vaste expérience, de vos compétences et de votre expertise, je n'ai aucun doute sur la qualité de l'avant-projet de constitution que vous me remettez ce jour. Je vous en remercie. Je tiens donc à vous féliciter pour l'important travail accompli dans les délais impartis. Comme vous le savez tous, l'objectif majeur du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution susceptible de lui garantir la paix et la stabilité. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet d'une nouvelle constitution que vous me remettez ce matin préserve les droits et les libertés de chaque Ivoirien, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. Notre objectif est que ce nouveau contrat social soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Voilà, le chef de l'État rentre à peine de New York. Il a participé à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et en marge de cette session, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le sida a tenu une réunion de haut niveau. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a partagé sa vision pour une Afrique sans sida. Vijanaïma. Les Premières Dames d'Afrique réunies au sein de l'OPDAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, veulent engager une lutte sans merci contre la pandémie du sida. Elles ont réitéré cet engagement encore une fois au cours d'une rencontre de haut niveau en marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le mercredi 21 septembre. Le thème de cette rencontre, le rôle des premières dames dans le financement de la santé sexuelle et reproductive, a focalisé l'attention de nombreuses ONG internationales et des structures du système des Nations unies, dont l'ONU-SIDA. Lors de cette rencontre, l'honneur est revenu à Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et ambassadeur
rapporteur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, de partager sa vision et la politique de la Côte d'Ivoire en matière de prise en charge de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescentes. Après avoir décrié la féminisation du VIH-Sida, Mme Dominique Ouattara a mis en relief l'importance de proposer une approche intégrée des stratégies de lutte contre cette pandémie. Mes chères sœurs, pour lutter efficacement contre la vulnérabilité de nos jeunes filles, il nous faut tout d'abord leur donner une instruction scolaire, associée à une éducation sexuelle et reproductive, qui leur permettront d'acquérir les connaissances de base primordiales à leur équilibre social. De même, l'accès équitable aux soins de santé passe par l'autonomisation financière de la femme qui pourra ainsi se prendre en charge adéquatement. C'est pourquoi, ayant toujours cru au potentiel de mes sœurs, j'ai initié en 2012, avec l'appui de mon époux, le président Alassane Ouattara, la mise en œuvre d'un programme de financement d'activités génératrices de revenus à l'endroit des femmes appelées Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Notons que cette réunion a vu la participation de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Ce dernier a profité de cette rencontre pour saluer les actions des premières dames dans la lutte contre le VIH-Sida. Il a reconnu que leurs actions dans leurs différents pays a permis de freiner les avancées de cette pandémie. Africa 2016, le Premier ministre ivoirien est en France pour participer aux rencontres. En marge des travaux, il y a eu des séances de travail avec le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Daniel Cablon-Duncan a présenté au secteur privé français les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Journée de jeudi chargée pour Daniel Cablon-Duncan. Après avoir pris part ce 22 septembre à l'ouverture des rencontres Africa 2016, le Premier ministre a accordé une dizaine d'audiences à des responsables d'entreprises françaises spécialisées dans divers domaines intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Juste après, cap sur le siège du MEDEF où l'attendent les patrons d'entreprises privées françaises. On voudrait pouvoir accélérer effectivement la pénétration dans votre pays d'un certain nombre de technologies représentées par des entreprises de taille moyenne, des PME. La présence des grands groupes est bien sûr celle que vous connaissez le plus couramment, mais nous avons aussi des savoir-faire, en particulier représentés par les PME, qui accompagneront le développement de la Côte d'Ivoire. Des compétences pour investir en Côte d'Ivoire et offrir des emplois aux Ivoiriens, c'est là tout le souhait du Premier ministre, surtout que le pays est au mieux de sa forme avec un climat des affaires favorable. Ces résultats ont été obtenus grâce à d'importantes réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer le climat des affaires, la compétitivité de l'économie, la gouvernance qui constitue les priorités de l'action gouvernementale en faveur du développement du secteur privé principalement. L'ouverture du tribunal de commerce d'Abidjan en octobre 2012, l'adoption récente du projet de loi relatif à la création de la cour d'appel du tribunal de commerce, la diminution donc des coûts, la simplification et la dématérialisation des procédures administratives dans de nombreux domaines figurent parmi les acquis des réformes engagées. Le Premier ministre évoque également les plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020. Et en termes de performance ces dernières années, il en a rappelé quelques-unes, notamment le classement 2 années consécutives dans le top 10 mondial des pays réformateurs du climat des affaires, selon le rapport Doing Business. Sur le sol ivoirien, le ministre des Ressources animales et halieutiques a visité une usine de transformation de thon en conserve. Kobenan Kwasi Adjoumani a rassuré les acteurs de la filière. La loi sur la zone franche sera intégralement appliquée. Sidonie Davila. Premier port thonier d'Afrique et deuxième exportateur vers l'Europe, la Côte d'Ivoire reste une des plaques tournantes de l'industrie thonière mondiale. Et pourtant, août 2016, une des conserveries de la filière, la société Pêche et Froid met la clé sous le paillasson, plus de 1000 emplois perdus. 2 entreprises restent encore actives dans le secteur, bravant les difficultés liées à des insuffisances dans l'application de la loi sur la zone franche. La situation n'est pas désespérée. C'est vrai que l'État, pour encourager le secteur, a mis en place une loi qui est la zone franche, mais malheureusement,
toutes les dispositions de cette loi-là ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, l'État reste de voir, qui concerne Côte d'Ivoire, près de 2 milliards de francs CFA, ce qui pèse dans votre trésorerie. Il faut que l'État joue sa partition pour aider l'entreprise à remonter la pente. Ce que réclament les conserveries de thon dans l'application de cette loi sur la zone franche, ce sont les exonérations sur les importations de matières premières et un abattement de 50% sur leur consommation de fioul, d'électricité, d'eau et de téléphone. En visite dans l'une de ces entreprises, Castelli, devenue Aeron, le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure. Le Premier ministre a déjà instruit tous les ministres qui sont concernés par l'application de la loi à faire des efforts de sorte que les sociétés puissent vraiment mieux se comporter. Vous avez vu l'enthousiasme des femmes qui sont heureuses de nous accueillir et qui ne demandent qu'à pouvoir vivre du fruit de leur travail. Et pour que cela se fasse, il y a lieu quand même que l'État qui est redevable à ces sociétés-là vienne les soutenir. Concernant les dettes, Kobena Kwasi Adjoumani informe qu'une partie a déjà été remboursée par l'État. Il y avait des dettes qui étaient cumulées avant que le président Alassane n'arrive au pouvoir. Et dès que le président est arrivé, nous avons pu payer 6 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le secteur tonnier emploie plus de 3 000 personnes de façon directe et près de 70 000 personnes de façon indirecte. La filière continue d'attirer des investisseurs, mais des difficultés d'approvisionnement sont annoncées. Au large, certains bateaux, notamment asiatiques, ne respectent pas les conventions et refusent de livrer en Côte d'Ivoire une partie de leur pêche. Campagne africaine de recrutement de talents, le groupe de la Banque mondiale a rencontré les professionnels et étudiants des universités d'Abidjan. Les opportunités et les programmes de recrutement ont été présentés. Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Cette campagne organisée par la Banque mondiale rentre dans sa politique de promotion de la diversité. Elle est destinée à attirer dans ses rangs davantage des professionnels subsahariens. Aujourd'hui, quand vous regardez l'effectif du groupe, le nombre d'Africains n'est pas encore en un nombre acceptable de notre point de vue. Nous voulons atteindre un taux de 12,5% de personnel d'Africains d'origine au sein du groupe de la Banque mondiale. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. Et ce que nous faisons, c'est de faire un peu le tour des pays africains et de pouvoir éduquer les étudiants en fin de cycle notamment, pour leur permettre de se préparer afin que lorsqu'ils finissent leur cycle, ils puissent postuler. C'est dans un amphi bondé que les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont accueilli la délégation. Les dirigeants de la Banque mondiale ont présenté les différents programmes de recrutement auxquels les étudiants pourraient participer à la fin de leur cursus universitaire. Mais je peux vous assurer que le processus est toujours transparent et que c'est une base compétitive. Et c'est quand même à noter que la région Afrique de la Banque mondiale est la région plus diversifiée en termes de ressortissants du continent. Une démarche saluée par les étudiants. Cette nouvelle approche de la Banque mondiale est louable pour nous étudiants parce que ça montre que le système éducatif ivoirien est compétitif. Aussi, du côté des étudiants, ça nous emmène à travailler parce que ce qui est devant, ce n'est pas un leurre. C'est possible. Si nous avons des ambitions, nous pourrons les atteindre. L'extrême pauvreté de la Banque mondiale en personnel africain a parfois été mise en avant pour justifier l'échec de certains projets. Une image que la Banque voudrait corriger à travers cette nouvelle approche. Dans le domaine de l'éducation, l'inscription en ligne cause souvent des difficultés. Plus d'une semaine après la rentrée des classes, notamment dans le secondaire, des élèves inscrits ne retrouvent toujours pas leur fichier en ligne. Parga se reconnaît. Dans les locaux de la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques DPS du ministère de l'Éducation nationale, certains élèves et parents d'élèves sont assis, d'autres debout. Nous sommes au plateau à la tour D, au 23e étage. Le motif de leur présence, trouver une solution à leurs problèmes liés aux inscriptions en ligne dans les établissements privés. On a un véritable problème avec l'inscription en ligne de mon frère. Il a fait la classe de la première A l'année dernière. Il veut aller s'inscrire, faire l'inscription en ligne. Lorsqu'il s'inscrit, ça sort qu'il a fait.
l'année dernière la classe de 3e. Ma fille est affectée dans une école privée par l'État et je n'arrive pas à l'inscrire en ligne. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques pointe du doigt les responsables des établissements scolaires privés qui refusent de remonter les résultats trimestriels de leurs élèves à la DPS. Les parents que vous voyez dans les locaux, pour la plupart, viennent pour juste signaler que malheureusement, quelque part dans la chaîne de remontée des données, il y a des informations qui n'ont pas été faites par les établissements, mais il faut dire en général ce sont les établissements privés. Les responsables de la DPS assurent et invitent élèves et parents d'élèves à faire leurs inscriptions en ligne auprès des opérateurs agréés par le ministère de l'Éducation nationale, ce en vue d'éviter les désagréments constatés. Je voudrais les rassurer que les problèmes qui ne relèvent pas de leur faute, nous les rassurons que nous sommes là pour les résoudre au fur et à mesure. Chaque parent peut faire son inscription sans intermédiaire. Et malheureusement, nous trouvons encore des parents qui se sentent obligés de se rendre dans des cyber, dans des points qui sont supposés agréés. Nous n'avons agréé aucun point pour faire des inscriptions en ligne. Approchés, fondateurs et directeurs des écoles privées apportent des précisions. Il y a des enfants qui viennent s'inscrire, il y a des difficultés, il y a les retards dans l'inscription en ligne. Et là, on envoie les parents vers la DSPS pour qu'on puisse régulariser la situation des enfants. Il y a des élèves qu'on doit actualiser, c'est-à-dire ces cas-là, 2 ans, 3 ans. Et puis il y a les cas de rattrapage, c'est-à-dire des élèves qui étaient dans d'autres établissements et dont les moyens n'ont pas été validés. Et dans ce cas, lorsqu'on fait l'inscription en ligne, ils sont dans les classes inférieures. Certains responsables d'établissements scolaires privés, quant à eux, souhaitent une prolongation de la date limite des inscriptions en ligne qui prend fin ce vendredi 23 septembre. On souhaiterait que les gens vraiment prolongent, même jusqu'en décembre, janvier, même voire janvier, on va régler tous les problèmes. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques exhorte l'ensemble des acteurs du système éducatif à plus de responsabilités pour une rentrée scolaire 2016-2017 réussie. Lutte contre la grande criminalité et le grand banditisme, un gang armé qui aurait à son actif des attaques de nuit dans les sous-quartiers d'Adjamé-Bracody et Adjamé 220 logements a été interpellé par la police criminelle. 4 personnes ont été arrêtées, des armes et des munitions saisies. Abou Sanogo. Les habitants des sous-quartiers d'Adjamé-Bracody, Latin et 220 logements dans la commune d'Adjamé peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Les individus qui troublaient leur quiétude ne le séviront plus. Auteur de plusieurs attaques de nuit à main armée, le gang Mohamed Doucouré a été stoppé par les hommes de la direction générale adjointe chargée de la police judiciaire à travers la police criminelle. À leur actif, plusieurs attaques de domicile, de commerce et de réceptifs. Dans le mois d'août, Mohamed Doucouré Dimeme aurait abattu un homme dans un maquis situé dans le sous-quartier de 220 logements. En septembre dernier, Mohamed et ses acolytes auraient ouvert le feu sur un vigile et blessé par arme dans les parties intimes la gérante d'un réceptif hôtelier. L'opération de police menée avec le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO a permis d'interpeller ses acolytes et la saisie d'armes, de munitions, d'un couteau à cran d'arrêt, de 20 téléphones portables, d'un émetteur-récepteur et de 2 boulettes de drogue. Mohamed Doucouré et ses acolytes seront conduits devant le parquet pour répondre de leurs actes. Le ministère des Eaux et Forêts lance des rencontres périodiques avec les organes de presse en vue de leur permettre de bien jouer leur rôle d'accompagnement dans la conduite de ces missions de protection et de sauvegarde des ressources naturelles ivoiriennes. La toute première rencontre a été l'occasion de parler de la restauration du couvert forestier ivoirien et aussi des engagements du pays lors de la COP 21. Malika Koulibaly et Abou Sanogo. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de protection des eaux et de la forêt, de la gestion durable des forêts et de la flore. En somme, le ministère des Eaux et Forêts a pour mission la protection et la sauvegarde des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire. Une mission pas bien perçue de la population. Ce déjeuner de presse sonne donc comme une stratégie pour le ministère des Eaux et Forêts de s'ouvrir au monde. Cette rencontre est l'ébauche d'une série de rencontres que nous entrevoyons donc organiser régulièrement avec les organes de presse pour les informer davantage sur les réformes qui sont en cours au niveau du ministère des Eaux et Forêts, sur les activités que nous entreprenons.
parce que nous avons conscience que pour être bien compris, il faut que nous puissions donc utiliser les canaux de circulation de l'information qui existent, notamment la presse. Que font les directions? Quel rôle jouent les différents services de ce ministère? Quels sont les sens des thèmes capitaux qui fondent les eaux et forêts? Pendant 2 heures d'horloge, toutes ces questions ont été passées en revue. Des constats ont été faits, les diagnostics ont été faits, on les connaît. Il nous faut maintenant passer à la phase de mise en œuvre. Des diagnostics, des solutions ont été préconisées que nous attelons donc à mettre en œuvre pour redynamiser le fonctionnement du service, globalement donc des eaux et forêts. Ce petit déjeuner de presse, une trouvaille du ministère des eaux et forêts qui entend le tenir une fois tous les mois. À la prochaine rencontre, des exposés, des panels et des communications pour mieux s'ouvrir aux populations ivoiriennes. Première édition de la fête du manioc à Bokanda, zone centre de la Côte d'Ivoire. L'ONG AFA veut introduire cette pratique dans les traditions du peuple Agba. Pourquoi? La réponse avec Charles Tatou. Agba, nom certainement évocateur que porte le sous-groupe baoulé, basé dans la région d'Unzi. Ce nom, il faut le savoir, est aussi l'appellation du manioc en langue locale baoulé. Le projet d'industrialisation de ce produit vivrier fait donc réapparaître le lien de ce peuple avec le nom de cette denrée. En réalité, grâce à l'ONG AFA et ses appuis, 2 unités de transformation de manioc vont bientôt voir le jour à Bokanda et à Kwasi-Kwassikro. Mais déjà, depuis plus de 4 mois, des plantations de manioc d'une superficie de 300 hectares sont réalisées. Nous avons signé un contrat avec la NADER pour 1000 hectares de boutures et nous avons livré jusqu'à présent 500 hectares. Bon, malheureusement, faute de pluie, nous avons perdu au moins 200 hectares. J'ai lancé un appel aux chefs qui donnent les terres, pas à des kilomètres. Attribuer la réputation à la région en matière de production du manioc est aussi une ambition. Pour cela, la présidente de l'ONG AFA s'active pour l'intégration de la célébration du manioc dans les mœurs du peuple Agba. En témoigne cette fête. Les productrices issues de cette filière lui ont rendu un hommage appuyé. Bokanda est fatigué, les femmes sont malheureuses. Nous encourageons nos femmes à faire ce genre de choses pour que nos femmes puissent se prendre en charge. Qu'elle multidimensionne son projet et que d'autres femmes à son instar puissent développer elles aussi des projets similaires ou analogues. Les plantations de manioc de la région d'Unzi rentreront en production dans 6 mois. Lutte contre l'insalubrité, la ville de Grand-Bassam a reçu 6 camions de ramassage d'ordures ménagères. C'est un don d'une société italienne dans le cadre de la coopération décentralisée. Thérèse Boué. 6 véhicules composés de 2 camions tasseurs, 3 bennes et d'une balayeuse sont les dons reçus par Georges Ezalé, maire de la commune de Grand-Bassam. Ces dons sont de la société Savno en Italie dans le cadre de la coopération décentralisée. Le directeur de cette société italienne, Luca Giacomo, a félicité le maire Ezalé pour son engagement dans la lutte contre le chômage des jeunes. La société donatrice italienne assure le ramassage des ordures de 44 communes en Italie. Georges Ezalé a profité de l'occasion pour présenter la ville de Grand-Bassam et l'ambition du conseil municipal de faire de cette localité une ville durable, modèle, propre et attrayante, compte tenu de son caractère touristique et de son statut de ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Le séjour du maire de Grand-Bassam en Italie a été marqué également par la visite des unités de traitement et de transformation des ordures de CISA créées en 1995 dans la ville de Este. Selon le directeur, cette structure traite plus de 350 000 tonnes d'ordures en compost pour l'agriculture, en énergie thermique et électrique. Et l'autre partie des déchets est recyclée. Le maire, impressionné par ce système de collecte des ordures, a souhaité que ce type d'expérience soit réalisé avec l'installation d'une unité de traitement et de transformation des déchets à la décharge de Grand-Bassam. À Divo, c'est une ambulance qui vient d'être remise au canton Aboiri. Un fils de la région veut ainsi mettre fin aux décès enregistrés dans les 18 villages du canton, faute de moyens d'évacuation des cas graves de maladie. Soro Corona et Léon Bro.
Nebo, village centre du canton Aboyiri dans le département de Divo. L'évacuation des malades du centre de santé vers des structures sanitaires de référence, un casse-tête. Quand on a un malade, des fois c'est dans les brouettes, ou bien les gens font des tours de fortune pour le transporter, pour le envoyer dans un centre de santé. Surtout les femmes enceintes, elles meurent en cours de route. Vraiment, on a eu beaucoup de cas. Nous n'avons pas de dispensaire. Chaque fois, on a des difficultés pour se rendre même à Nebo et on a aussi des difficultés pour se rendre en ville. On aimerait avoir une ambulance pour pouvoir évacuer les malades facilement, pour pouvoir venir chercher des cas graves ici à Braborissi. Le cri du cœur des populations a eu des échos favorables. Le centre de santé de Nebo a désormais son ambulance médicalisée, don d'un fils du canton Aboyiri. La santé, c'est vital. Il est clairement embêtant que des femmes meurent en couche. C'est une situation qui est visible non seulement dans le canton Aboyiri, mais dans toute la région du Lot-d'Ivoire. Et c'est un cri de cœur auquel nous avons répondu. Une ambulance n'est pas destinée à transporter de la marchandise, du café, du cacao, des fagots. Une ambulance, on en prend soin. Et donc, il faudrait que toute la population, cadre comme nos parents du village, se mettent ensemble pour une bonne gestion de cette ambulance. Invité spécial de cette cérémonie de remise d'ambulance, l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire. La diplomate nigériane salue l'acte et exhorte les autres cadres à suivre l'exemple du donateur. Donnez un peu de ce que vous avez, même si c'est très petit, très modeste. Mais il faut se souvenir toujours d'où on est venu, d'où on est issu. Même si c'est le toit d'une école que vous refaites, ce que vous avez, il faut toujours donner à sa communauté. Les autorités administratives et sanitaires ont appelé les populations à faire bon usage du véhicule sanitaire, équipement qui annonce l'arrivée du premier sous-préfet de Nebo. Nous sommes à moins d'un an des 8e Jeux de la francophonie. Du 21 au 30 juillet 2017, la Côte d'Ivoire accueille l'événement. Le ministre en charge des Jeux a initié une campagne d'1 mois dans les 13 communes du district d'Abidjan, Issaïo et Aboussanogo. À moins d'un an des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, le ministère à charge de ces Jeux multiplie les actions afin que la Côte d'Ivoire soit prête le jour J. Le ministère Robert Begré-Mambé, depuis sa nomination, parcourt à pas de course les différentes communes du district autonome d'Abidjan pour installer des bases locales. Atekoubé, Koumassi, Plateau et bien d'autres communes ont bénéficié de l'installation des 10 comités. Leur mission est de contribuer à la mobilisation des populations afin que ce grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone soit une fête inoubliable. Les 8e Jeux de la francophonie prévus pour l'année prochaine feront de la capitale économique ivoirienne une vitrine de la richesse touristique et gastronomique de la Côte d'Ivoire. Autres enjeux au-delà des performances sportives et culturelles de nos artistes et sportifs que sont Marie-Josée Talou, Muriel Aouri, Cheikh Salah Sissé, Mété Ben Youssef, Babi Ruth et bien d'autres. Ces jeux représentent également une lucarne pour ces jeunes pour se faire connaître sur la scène internationale. La réussite de ces jeux en terre ivoirienne permettra de faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique privilégiée. C'est pourquoi le ministre Robert Begré-Mambé exhorte toute la population à se mobiliser davantage. Les 8e Jeux de la francophonie, qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017, vont mobiliser 4000 jeunes sportifs et athlètes, 3000 bénévoles, 700 journalistes et 50 000 spectateurs et observateurs, ainsi que 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête de Jean Ping. La réélection du président Ali Bongo Ondimba est donc validée. La Cour a indiqué qu'Ali Bongo a recueilli 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Jean Ping. Jusque-là, aucune réaction du camp Jean Ping, mais la capitale Libreville est placée sous haute sécurité afin d'éviter tout débordement. Est proclamé élu Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, réélu à la tête du Gabon. C'est la décision de la Cour constitutionnelle gabonaise. Dans la nuit de vendredi à samedi, elle a rejeté l'essentiel du recours de son rival Jean Ping.
La Cour indique que le président sortant a recueilli 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Jean Ping. Un dispositif policier et militaire très important est toutefois déployé dans le centre de la capitale. Ali Bongo lui appelle à un dialogue politique avec les candidats malheureux. Du côté de Jean Ping, par contre, la pilule ne passe pas. Son porte-parole, Jean-Gaspard Ntoutoumé, a indiqué que nul ne peut contester le fait que Jean Ping ait largement gagné cette élection. Il annonce samedi matin une déclaration de celui-ci. Rappelons pour finir qu'un avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne a été remis ce samedi matin au président Alassane Ouattara. Le comité d'experts chargé de son élaboration, nommé le 31 mai dernier, propose 184 articles repartis en 16 titres et 50 chapitres. Ce texte sera soumis mercredi prochain à l'examen du Conseil des ministres et présenté au Parlement le mercredi suivant, 5 octobre. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Très bon samedi sur RTI 1.